L'agriculture, la plus grande réalisation de notre espèce. Nope. C'est elle qui nous a permis de nous affranchir de la faim, des maladies et de dépasser notre condition de simples animaux. Nope. Les premiers agriculteurs ont pu profiter des avantages d'une nourriture abondante, leur donnant tout le temps nécessaire pour bâtir des civilisations. Nope. Eh, oh, ça va là? Mais c'est quoi vraiment le problème? Non, c'est juste un docu qui raconte n'importe quoi. L'agriculture donc, une invention qui nous a sauvés de la condition précaire d'être chasseurs-cueilleurs. Là déjà, tu vois, c'est une connerie. Au pire, tu me laisses continuer, non? Eh bien non, très voix off, faisant office d'antagoniste facile, et d'ailleurs je vais en faire un épisode. Bon, reprenons depuis le début. Il y a 12 000 ans, tous les peuples étaient chasseurs-cueilleurs, l'agriculture n'existait pas. Petit à petit, certains peuples se sont mis à sélectionner des plantes et des animaux et à les domestiquer, à les cultiver. Ce changement radical de mode de vie, qu'on appelle la révolution néolithique, a eu lieu à plusieurs endroits de la planète à des époques différentes, dont le croissant fertile par exemple. À partir de ces foyers, l'agriculture s'est diffusée, soit que les agriculteurs aient eux-mêmes voyagé, soit que les chasseurs-cueilleurs des environs aient adopté la nouvelle technique. Et en toute logique, on peut se dire que si la transition de chasse-cueillette à agriculture a eu lieu plusieurs fois, c'est qu'elle offre des avantages exceptionnels par rapport à la cueillette ou à la chasse. Et bah pas du tout. Selon certains auteurs, comme Jared Diamond, l'agriculture a été pendant très longtemps la pire idée que l'humanité ait jamais eue, récemment remplacée par les crocs. Les anthropologues ont plusieurs bonnes raisons de penser ça, donc commençons par la première. Selon une idée largement répandue, l'abondance offerte par l'agriculture a permis aux chasseurs qui étaient fatigués de courir après le gibier de se poser 5 secondes et d'avoir le temps de faire autre chose, et donc de créer de l'art ou de bâtir des civilisations, par exemple. Mais je suis biologiste et pas anthropologue, et donc je vais demander un coup de main à Clotilde. Je fais un épisode sur l'agriculture et j'explique que l'agriculture c'était pas une bonne invention au départ. Ça a fait que les gens avaient moins de temps libre. Mais du coup, est-ce que tu peux me donner des détails? En fait, faut prendre le problème à l'envers, faut essayer de raisonner sur le statut des chasseurs-cueilleurs. Ça change depuis les années 70, mais pour nous, des chasseurs-cueilleurs sont des gens qui vivent plutôt mal, c'est-à-dire qu'on parle d'économie de subsistance. Ils sont en mode survie en permanence. Et ça, c'est une vision qui date du 19e siècle. Et au contraire, ce sont des populations qui vivent dans une sorte d'abondance. Ils se sont implantés dans des endroits où il y a des ressources, il y a de l'eau, il y a du gibier. Et au final, la vision qu'on a de ces chasseurs-cueilleurs, c'est la vision qu'on a du sauvage et qui est une vision fausse. Ok. Et hyper bourgeoise. C'est-à-dire qu'on met nos valeurs et on les exporte au fin fond du désert, du Kalahari. Un chasseur-cueilleur avait plus de temps libre qu'un agriculteur. Ah bah carrément. En fait, ils veulent pas accumuler des biens. Puis tout à l'heure, tu fais le discours bourgeois et l'absence de propriété. C'est vraiment complètement différent. Ceux qui veulent accumuler des biens et ceux qui ne veulent pas. Enfin, ça prend des plombes à l'expliquer. Donc, on peut en parler, mais on peut aller boire un thé et tu vas se mettre un peu mieux. Et transition! En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu m'expliques dans le détail qu'est-ce qui a fait que les agriculteurs avaient plus de boulot que les chasseurs-cueilleurs. On sait que les chasseurs, en fait, leur job, c'est surtout de rien faire de la journée. Quand t'es un agriculteur, faut semer, sarcler, faut enlever toutes les mauvaises herbes. Ensuite, faut récolter le grain, il faut le vanner, le moudre, enfin, il faut en faire quelque chose. Tu veux dire, on fait plein de blagues sur lui? C'est ça. Je continue. J'apporte des trucs importants. Ouais. Et il y a un truc hyper vicieux, c'est que plus tu entretiens les plantes, plus tu les chouchoutes, plus elles deviennent dépendantes des soins que tu leur as apportés. Par exemple, on va prendre la plante que tout le monde connaît, le blé domestique. À force d'avoir été entretenu, replanté, son rachis, c'est sa base, quoi, est devenue super lourde. Et du coup, elle se dispersait plus naturellement, on va dire, par les vents. Et l'homme était obligé, très rapidement, de devoir le planter lui-même. Donc ça lui a rajouté une action sur ce qui se faisait avant. Ça, c'est le problème de la sélection. Tu fais trop de sélection, la plante, elle devient dépendante, mais c'est pareil pour les animaux aussi. Si tu fais trop de sélection, les animaux, ils sont plus capables de se défendre eux-mêmes, etc. Voilà, avec l'agriculture naît le métier de berger, qui n'existait pas avant. C'est un métier hyper difficile, en fait, et très solitaire et très dangereux. Cool, merci. Je vais parler des animaux. En plus de priver ses adeptes de temps libre, l'agriculture a également considérablement dégradé l'état de santé des premiers agriculteurs. Ils ont pris cher,
très cher, et leurs descendants aussi. Ce qui nous permet d'en être sûr est une science qui s'appelle la paléopathologie, l'étude des maladies des populations du passé. On analyse les squelettes, les dents ou des excréments fossilisés. En comparant des restes anatomiques des gens avant l'agriculture à ceux des gens après, on peut faire tout un tas de déductions. Et les agriculteurs, ils étaient pas en forme. Déformation de la colonne vertébrale due aux conditions du labeur, arthrose, mais également des choses un peu plus funky comme l'hypoplasie linéaire de l'émail, des stries sur les dents qui indiquent des arrêts de croissance fréquents. Arrêt de croissance fréquents. Ouais, en effet, la croissance c'était un vrai problème. Les agriculteurs étaient plus petits que leurs équivalents chasseurs-cueilleurs, et ça pour le coup c'est une règle assez générale. La taille est une très bonne approximation de la santé. On n'arrive pas à sa taille potentielle si on n'a pas eu assez à manger en étant petit, ou si on a été très malade. Et depuis 30 ans, les preuves archéologiques s'accumulent et montrent que sur la majorité des sociétés néolithiques étudiées, les gens ont rétréci lorsqu'ils sont devenus agriculteurs. Et certaines populations ont perdu plus de 15 cm au cours de la transition. C'est pratique pour animer Fort Boyard, mais c'est moins cool pour rentrer dans le Space Mountain. Ouais. Dans certains endroits comme en Turquie, il a parfois fallu attendre le milieu du 19e siècle pour retrouver des tailles équivalentes à celles qui existaient au même endroit avant l'agriculture. Des milliers d'années. Je vais vous laisser digérer ça un moment, c'est absolument dingue. En plus de la masse de travail et de la malnutrition, il y avait un autre problème avec l'agriculture, c'est les maladies. En plus d'être petits et de passer leur journée à bosser comme des galériens, les premiers agriculteurs souffraient d'infections que n'avaient pas les chasseurs-cueilleurs voisins. Parce que ces infections avaient pour origine l'élevage. Autour de 15 000 ans avant notre ère, les humains domestiquèrent la première espèce animale, le chien, puis vinrent successivement les chèvres, porcs, moutons, vaches, mais la liste est longue. Zébus, chats, poulets, cochons d'Inde, canards, buffles, abeilles, chameaux, vers à soie, dromadaires, yak, gaillard, pigeons, coucou toi. Et plus récemment, des bestioles comme ce Pokémon tout mignon, qui est un chinchilla. Oh oui, le petit chien qui est tout triste, il est jaloux. Il est jaloux le chien. Pendant des milliers d'années, les humains ont sélectionné ces animaux et les ont rendus très dépendants de nous. Et nous, on est devenus très dépendants d'eux. Bref, ça représente des milliers d'années de contacts rapprochés avec eux et leurs parasites. Les conditions pour avoir des maladies étaient absolument parfaites. Premièrement, l'élevage a permis le passage de bactéries, virus et autres parasites depuis le bétail vers les humains. Plus de 180 maladies sont apparues dans l'humanité après nos interactions avec des animaux domestiques. Parmi celles-ci, la variole, la peste, les grippes, soit les 3 plus grandes causes de mortalité de l'humanité, mais également la rougeole, le typhus, la rubéole, etc. Deuxièmement, avec l'agriculture apparaissent des peuplements de plus en plus denses, et cette densité a permis le transfert de ces maladies de personne à personne très efficacement. Et troisième, les migrations humaines ont permis de disperser ces maladies à une échelle géographique très large. Par exemple, la rougeole des humains est une version de la peste bovine qui a été transmise par les vaches domestiques il y a 3000 ans. La densité des villes augmentant, le virus s'est fait plaisir, et les 150 dernières années, il a tué 200 millions de personnes au calme. Enfin ça, c'était avant qu'on lui mette la fessée avec les vaccins. Avant que les antivax commencent à foutre la merde. Bref, l'agriculture a-t-elle été la pire invention de l'humanité? Et en tout cas, ça a été synonyme d'une belle galère pour ceux qui l'ont pratiqué dans les premiers temps. Plus petits, plus malades, moins bien nourris, comparé aux chasseurs-cueilleurs de l'époque, on n'était pas sur un progrès flagrant. Mais bien sûr, faut relativiser. La pire invention par rapport à quoi? Après tout, l'agent orange ou le Segway sont pas mal dans leur genre. Et surtout, est-ce qu'on veut vraiment revenir à l'état de chasseur-cueilleur? Bon, déjà, nous subissons un biais de sélection qu'on appelle le biais du survivant. Nous, citoyens de pays riches, avons tous les bons côtés de l'agriculture, mais ce n'était pas le cas de nos ancêtres, et c'est toujours pas le cas de tous les agriculteurs actuels. Et comme on ne perçoit pas forcément la difficulté de leur vie, on peut avoir une vision biaisée des avantages et inconvénients de ce système. Et entre être un fermier en Somalie et un chasseur-cueilleur dans le désert du Kalahari, perso, je sais ce que je préfère. D'autre part, la barrière entre chasse-cueillette et agriculture est assez poreuse. D'un côté, il n'est pas rare que les agriculteurs complémentent leur quotidien avec de la viande de chasse, et de l'autre, les chasseurs-cueilleurs font parfois du jardinage de forêt en favorisant la croissance des espèces qu'ils jugent intéressantes. Bref, il n'y a pas une agriculture, mais il y a des agricultures, et la transition entre chasse-cueillette et agriculture est progressive. Enfin, il faut dissocier les effets de l'agriculture à l'échelle individuelle de ses effets à l'échelle de la société tout entière. Ça a clairement été un plus énorme pour le succès de celle-ci, à tel point qu'il ne reste plus trop de sociétés de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui. Des agriculteurs, par contre, il y en a partout. En revanche, une chose est sûre, c'est qu'à l'échelle individuelle, l'agriculture exclusive a généré des problèmes de santé tellement vénères qu'on a mis des milliers d'années à s'en remettre. Ce qui pose la question, mais pourquoi on a fait ça ? Salut, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. C'est le premier d'une série qui, comme vous avez dû le remarquer, est complètement différente. Donc en fait, c'est une nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée en collaboration avec Arte qui s'appelle Le Vortex. Le concept, c'est d'avoir plein de vulgarisateurs qui viennent dans la même colocation et qui vont parler des sujets qui les intéressent. Voilà, c'est tout. Sur la première saison, on a déjà pas mal de gens très cool et je pense que le sujet peut vous intéresser, donc n'hésitez surtout pas à vous y abonner. L'épisode que vous avez vu, c'est le tout premier de ma série qui va traiter des interactions entre l'homme
l'homme et les autres organismes vivants sur l'histoire. D'ailleurs, au moment où je vous parle, il y a déjà un autre épisode qui est sur la chaîne. À titre personnel, je ne suis plus vraiment dans le projet, dans le sens où je l'ai laissé à d'autres, comme ça roule tout seul, mais je suis assez curieux d'avoir votre retour là-dessus, savoir ce que vous pensez des chaînes collaboratives de vulgarisation, aujourd'hui en 2019. Mais en tout cas, j'espère que ça va bien marcher, parce que l'idée de faire une sorte d'univers étendu de la vulgarisation sur YouTube me tient vraiment à cœur depuis très longtemps. Donc voilà une tentative. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner dans tous les sens, et on se retrouve la prochaine fois pour un autre épisode. Ciao!